Le seul moyen de lutter contre la transmission manuportée des microbes, le lavage des mains, une étape essentielle dans la lutte contre les infections, est à l'honneur ce 15 octobre. Merci à vous de nous préférer. Eh bien, le 15 octobre de chaque année se déroule la journée mondiale du deuil périnatal. Le deuil périnatal concerne la perte d'un enfant avant ou dans les jours qui suivent sa naissance. C'est un deuil fréquent qui touche environ 8000 familles par an. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le taux de mortalité infantile en 2020 était de 3,6 pour 1000 enfants nés vivants. Les fausses couches, également très fréquentes, concerneraient environ 15% du total des grossesses et touchent une femme sur 10 au cours de sa vie. La journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal est donc une occasion donnée aux parents ayant perdu leur enfant de se réunir et d'allumer des bougies afin de créer une vague de lumière en l'honneur de ces enfants disparus. Et elle représente plus d'un quart de la population mondiale et environ 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement. Elles, ce sont les femmes rurales. Elles sont à l'honneur ce 15 octobre, une occasion pour mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, d'autant que leur autonomisation est essentielle au bien-être des communautés rurales et également à la productivité économique. Nadège Obolandé-Sani pour plus de précisions. Elles travaillent la terre pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde, mais n'ont pas un accès sécurisé au terrain. Les femmes représentent environ 43% des travailleuses agricoles dans le monde, selon ONU Femmes, et 70% de la main-d'œuvre dans certains pays. Malgré cette contribution significative à la sécurité alimentaire, de nombreuses femmes sont limitées dans leurs droits. Dans les familles, il y a des discriminations lorsqu'on parle des questions de l'accès au foncier. Et il y a aussi des défis aussi parce que pour la plupart du temps, nos femmes n'ont pas la chance d'accéder facilement à l'éducation, n'ont pas aussi accès à l'information, par exemple pour ce qui concerne le crédit. Des barrières structurelles dues en partie aux pesanteurs sociales qui empêchent de nombreuses femmes d'avoir un accès sécurisé à la terre, aux moyens de production, aux ressources financières et à une rémunération équitable à celle des hommes. Au Bénin, plusieurs organisations de défense des droits de la femme en ont fait leur combat. Elles s'emploient à rétablir les femmes rurales dans leurs droits. Les leaders traditionnels sont les gardiens de la tradition. Donc on arrive à faire des plaidoyers à l'endroit de ces acteurs pour qu'ils puissent lever les réserves qui font que la femme ne peut pas être propriétaire des terres. On a travaillé aussi avec les autorités locales au niveau des mairies. Nous avons aussi travaillé avec les instances de gestion foncière qui sont prévues par le code des organisations de femmes pour leur expliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte sur le foncier. En milieu rural, les femmes sont en première ligne pour assurer l'éducation des enfants. Elles sont les principales actrices de la production, la transformation et le commerce des denrées alimentaires. Cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en rajoute aux tâches quotidiennes qui pèsent déjà sur les femmes. D'après le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la COVID-19 a eu une incidence plus marquée sur les activités agricoles des femmes que sur celles des hommes. Il est donc crucial de prendre des mesures spéciales pour soutenir la participation de la femme et adopter des politiques générales équitables en matière d'agriculture et surtout de sécurité alimentaire.
Vous l'aurez constaté, s'orienter dans l'espace public est un véritable défi pour les personnes malvoyantes ou encore les personnes aveugles. Mais pour leur faciliter le déplacement, des auxiliaires comme la canne blanche ont été créés. Et à l'occasion de ce 15 octobre, journée internationale de la canne blanche, on fait un zoom où on va à la rencontre d'un couple de non-voyants pour qui le handicap visuel est loin d'être une fatalité. L'ensemble de tout ceci là, on appelle ça les... Oui. Les ustensiles de visite. Un grand banc pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant, voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les androïdes parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça? Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. » J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. » On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. À présent, on parle du lavage des mains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, se laver et se désinfecter les mains est considéré comme la première mesure à prendre pour se protéger des risques d'infection et des maladies. Le lavage des mains, un geste simple à adopter au quotidien. Mais quand et comment se laver les mains? Martial Betoro saisit l'occasion de ce 15 octobre, journée internationale du lavage des mains, pour nous en parler. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve et ne demande pas trop d'efforts. On doit laver les mains pour nous protéger des maladies. Pour se laver les mains, on prend de l'eau propre et du savon. On lave les mains et après on rince les mains proprement avec de l'eau propre. Cela peut se faire par des thèmes que nous abordons en classe sur la propreté et comment cela leur donne un moyen pour pouvoir être en bonne santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le lavage des mains coupe la chaîne de transmission de l'infection et réduit les contaminations.
Des chercheurs américains en 2018 ont réalisé une étude juste sur nos téléphones portables. Il y a plus de germes, de bactéries, de microbes sur nos téléphones portables que sur nos cuvettes de toilette. Alors que le téléphone portable, c'est un appareil, un outil que nous manipulons presque toute la journée. Et donc, à chaque fois, nous prenons tout ce qu'il y a comme germe en touchant à l'écran de notre téléphone. Si nous ne lavons pas les mains, nous transmettons à quelqu'un d'autre. Donc, le simple fait de donner la main à quelqu'un, vous pouvez lui transmettre des germes. Il existe plusieurs types de lavage des mains, mais le plus recommandé pour une bonne hygiène est le lavage simple des mains au savon. Pour ce qui est du public, de tout le monde, le lavage de mains se fait en plusieurs étapes. Vous vous approchez de la source d'eau et sachant qu'au préalable, il y a du savon à côté. Donc, vous ouvrez la source d'eau, vous mouillez la main d'abord. Et ensuite, vous prenez le savon dans la paume de main, vous faites des frictions. Donc, vous frottez. Déjà en commençant par la paume de main. Ensuite, les doigts, les espaces entre les doigts, le bout des doigts ainsi que les ongles. Vous allez vers le poignet, au besoin, vous pouvez aller vers l'avant-bras. Se laver les mains, c'est préserver sa santé de plusieurs maladies. Ces populations sont exposées à des maladies très courantes comme nous connaissons très bien. Exemple de la fièvre typhoïde que nous appelons salmonellose. Il y a l'hépatite virale A qui est très souvent transmise par manque d'hygiène, notamment l'hygiène des mains. Il y a également la poliomyélite qui est également transmise de la même façon, par manque d'hygiène sur ce plan-là. Chaque année, une journée est consacrée à la célébration du lavage des mains, une occasion propice pour sensibiliser et mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies de façon efficace. Hors de nos frontières à présent, au Nigeria, un professeur d'art a décidé de divertir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Son outil, les casques de réalité visuelle. Avec ces casques, les pensionnaires peuvent s'évader sur des séances de danse et même faire du tourisme en visitant la ville de New York. Correspondance de nos confrères de France 24. Cette pensionnaire de cette maison de retraite de Lagos suit une leçon de méditation-relaxation. Le casque qu'elle porte lui permet de voir puis de répéter les mouvements à accomplir. Depuis plus d'1 an, ces résidents découvrent la réalité virtuelle. Ils sont guidés par Kunle Adewale, un artiste multimédia. Cet atelier stimule leur mémoire. Pour la plupart, ces anciens n'ont presque plus de contact avec leurs familles respectives. On aide les personnes âgées à se reconnecter, se réintégrer et à vivre une expérience magnifique. Cela les aide à vieillir avec grâce. Avec cette expérience, elles peuvent se dire « Je suis aimée, acceptée, j'ai ma place dans la société ». La résidence Regina Mundi est dirigée par cette religieuse catholique. Sœur Antonia lutte contre l'isolement, mais aussi le mauvais traitement subi par de nombreuses personnes âgées de sujets tabous au Nigeria. Comme dans beaucoup de pays africains, la culture nigériane met l'accent sur la prise en charge du troisième âge par les familles. Pourtant, à Lagos, le mode de vie rend difficile l'existence de certains vieux parents chez leurs enfants. Souvent, on entend des cas de parents logés et enfermés toute la journée par leurs enfants, parce qu'ils sont accaparés à l'extérieur par leur quête quotidienne d'un travail, par exemple. Kunle teste chaque exercice de réalité virtuelle chez lui avant de les proposer lors de ses ateliers. Il s'appuie sur le numérique pour faire du développement social. Cet ex-enseignant s'inspire de son expérience familiale. L'état de santé de la seconde femme de son père, victime d'attaque cérébrale, le pousse à l'époque à trouver des moyens d'interagir avec elle. Après le décès de celle-ci, il se spécialise alors sur des thérapies alternatives. L'art transforme les gens en leur faisant passer un bon moment. Ils sont focalisés sur des choses positives qui sont générées par la musique, le dessin, des couleurs. C'est un moyen d'expression puissant qui peut même les aider à changer leur perspective sur la vie. Kunle intervient dans 3 autres maisons comme cette résidence et en stimulant la mémoire de ses pensionnaires, il adoucit et rend plus digne leur fin de vie.
Une initiative à pérenniser certainement sous nos cieux également. Merci à vous pour votre aimable attention. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur le www.ortv.bj. À toutes et à tous, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, ce sera une émission assez spéciale. Nous répondons aux questions des internautes. Il y en a plusieurs. Vous vous rappelez, nous avons énuméré ici quelques questions de certains citoyens qui nous ont écrit, qui ont posé des questions et surtout comment devenir membre de ce mouvement qui est en collaboration avec l'ORTB pour organiser l'émission Le Nouveau Type de Citoyens. Aujourd'hui, nous sommes avec les spécialistes qu'il faut pour leur apporter des réponses nécessaires. Nous aurons précisément avec nous la spécialiste en participation citoyenne Emmanuela Rekpazo, qui sera avec nous pour répondre aux questions de participation citoyenne. Nous aurons également avec nous Virgile Rumpevi, qui est également du mouvement Nouveau Type de Citoyens. Nous parlerons précisément avec lui de comment adhérer au mouvement NTC, comment devenir membre, quels sont les critères pour s'appeler ou pour se dire NTC. Toutes ces informations vous seront apportées juste après ceci. La toute première invitée, c'est une dame que nous allons recevoir. Il s'agit de la spécialiste qu'on ne présente plus, Emmanuela Rekpazo. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir ma chère heureuse. Alors, certains citoyens ont eu à vous adresser des questions. La toute première question, il s'agit d'un internaute qui est dans l'anonymat. Il demande « Je veux aider ma commune dans l'assainissement. Comment faire ?» Alors, pour aider sa commune dans l'assainissement, la devise, je dirais même le credo du mouvement Nouveau Type de Citoyen, c'est le développement commence par moi, le citoyen. Ouais. Alors, en tant que citoyen, si nous voulons voir notre environnement propre, nous devons commencer par être propres nous-mêmes et à rendre propre notre maison. La loi cadre sur l'environnement nous donne quelques devoirs que nous devons respecter pour assurer un environnement sain autour de